Euh, du, du coup, aujourd'hui, nous allons aborder le web élevage numéro 5. Donc, c'est la cinquième rencontre de ce format. Donc, pour rappel, ce sont des web élevages qui ont été organisés par le réseau des ADA et l'UTSAP et qui sont accessibles à tous en accès libre. Ce sont des web élevages qui seront rediffusés par la suite et qui seront accessibles en replay. Aujourd'hui, en fait, on va parler de la conservation des rennes fécondées à toute période de l'année. Pour ça, on a trois intervenants apiculteurs qui nous rejoignent. Donc, Agathe, Florent et Simon. Merci à eux pour leur témoignage. On va dans un premier temps voir un petit peu donc comment gérer les nucléi de type killer et apidea tout au long de l'année. Donc ça, ce sera le retour d'Agathe. Ensuite, Florent nous fera un retour d'expérience sur comment gérer les nucléi de type maxi plus et mini plus en cadron et pour quels objectifs. Et donc, on finira par la présentation de Simon sur comment stocker des rennes en ruchette et en banque. Voilà. Le format de ces webinaires, il est un petit peu particulier. Donc, vous, en tant que participant, vous avez les micros coupés. Et donc, pour rappel, si vous souhaitez vous exprimer, donc d'un côté, vous avez le chat. Le chat vous permet voilà d'intervenir, de partager. Et par contre, si vous avez besoin de poser des questions, vous avez un autre onglet juste à côté, une petite bulle qui s'appelle Q&R et qui vous permet de poser vos questions. C'est important que vous les posiez à cet endroit-là parce que derrière, les intervenants, si on n'a pas le temps de traiter toutes les questions à l'oral, pourront vous répondre par écrit. Voilà. Avant de laisser la parole aux intervenants, c'était juste pour vous préciser que ce webinaire est enregistré afin d'être valorisé par la suite. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et donc, je vais laisser la parole à Agathe, qui va nous présenter son travail. Je te laisse le partage d'écran. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous parler de notre expérience sur les killers et apidea, vu qu'on est deux exploitations à travailler en commun avec deux formats différents. Et je vais aussi parler des banques à rennes. Tu l'as pas dit, Léa, mais Alice m'avait demandé de préparer pour les banques à rennes. Donc, je vais partager l'écran. Euh, hop, diaporama. Donc, donc, moi, c'est Agathe Haune et je travaille avec Alain Barras, qu'on est en Occitanie. C'est un petit village qui s'appelle Le Riols, qui est pas très loin de Toulouse, à 1h30 de Toulouse, 1 heure de Montauban et 3/4 d'heure d'Albi. On est aussi dans les gorges de l'Aveyron, tout en bord de l'eau. Donc nous, notre avantage, c'est que il n'y a pas d'apiculteurs transhumants vu que c'est une faible production de miel et nectar. Donc on n'a pas de pollution génétique et notre zone de fécondation elle est sur 3 kilomètres. Donc, vite, je vous présente nous deux. Donc, Alain et moi, on a tous les deux commencé dans la restauration. On a fait des reconversions professionnelles en 2009-2010 pour Alain et pour moi en 2023. Donc, on utilise différents formats, comme je vous l'ai dit. Donc, pour les ruches, Alain, il est en divisible d'Adam et moi en lance-trot. Et en nucléi, il est en killer et moi en apidea. Donc, juste pour contextualiser, en 2024, à nous deux, on a fait 4 tonnes de miel, 4000 rennes fécondées à la vente et 650 essaims. Alors, maintenant que j'ai parlé du contexte, les nucléi. Donc, on utilise deux types de nucléi. On utilise les apidea et les killers. Donc, comment on fait pour remplir les nucléi? Donc, c'est soit on arrive à bien hiverner des nucléi et on récupère les cadrons, on les double, on les triple et on récupère les cadrons et on remplit des nucléi comme ça en début de saison. Soit on met des K+, ou des Maxi+, donc c'est des nucléi qui font 12 cadrons. Donc on met des cadrons bâtis au-dessus de ruches, ruchettes ou Maxi+.
Et on monte la reine avec une grille à reine et on fait bâtir pendant un mois et ensuite on divise. Ça peut nous arriver de faire des paquets d'abeilles et dans ce cas-là, on met des reines vierges et sinon on met des cellules royales pour peupler les nucléis, pour démarrer. Donc le démarrage rapidement, vous pouvez voir sur cette mise en place. On colle bien les nucléis pour pas écraser des abeilles. Là, je sais pas si ça pointe la souris, mais bon, en tout cas, ici, vous voyez, il y a un Maxi Plus qui est triplé avec des K plus 12 cadrons. Donc, ça nous permet de bien faire monter la reine. Ensuite, on sépare ces 3 étages sur des isobules pour que les abeilles restent équilibrées. Et on peut prendre un cadre de couvain ouvert, un cadre de couvain fermé et un cadre de provision qu'on met dans les nucléis. Dorian, il met un cadre vide et après, il met sur le pick-up. On emmène sur les ruchers de fécondation. Alors, pour les apidéas, en début, on commence avec 3 cadrons avec le nourrisseur à l'intérieur. Et ensuite, on les passe sur 5 cadrons avec un nourrisseur du dessus. Ça me permet, une fois que la reine, elle pond, de récupérer 2 cadrons et de recommencer un nucléi. Pour les killers, donc Alain, il a ce petit isobule qui permet de bien isoler les killers, éviter que les abeilles s'envolent quand on introduit les cellules, surtout que souvent on n'utilise pas d'enfumoir. Il y a un petit trou pour mettre la cellule, c'est assez pratique. Et voilà, alors pour l'hivernage des nucléis, souvent on double les killers et puis on met un 3e étage vide à l'isobule entre le 2e et le 3e étage et on met le morceau de candy qui fait 1 kilo. Et donc ce petit isolant permet d'isoler entre le corps, l'étage vide qui a le candy et le toit. Alors pour nous, le calendrier des nucléis, la première rotation est un peu plus longue que les autres parce que ça nous permet d'avoir un renouvellement de ponte avant la récolte de la première reine et de diviser plus équitablement et qu'il y ait des nouvelles jeunes abeilles. Donc, on remplit les nucléis souvent en début de saison, un mercredi ou jeudi. On introduit le vendredi les cellules ou le lundi. 2 semaines après, on fait le contrôle, 2 semaines, 2 semaines et demie après, on fait le contrôle de ponte. Nous, c'est souvent en milieu de semaine, mercredi, jeudi. Et le lundi, nous, on récolte le lundi les reines. Tout le temps, le lundi, les reines. Et ensuite, on divise et on nourrit et on introduit les cellules le lundi après-midi ou le mardi matin. Alors, ce qui a changé pour nous cette année, c'est qu'on avait des difficultés à hiverner les nucléis parce qu'on ne faisait pas de traitement en cours de saison, on faisait que le traitement normal en fin de saison. Mais on avait beaucoup de pertes. Et là, cette année, on a traité, à chaque récolte de rennes, on a traité avec du varomède. Et en fait, là, on a des super taux d'acceptation. Et bon, on n'est pas sorti de l'hiver, mais pour le moment, il y a beaucoup plus de nucléis vivants que d'habitude. Donc pour les rotations suivantes, on est plutôt sur 4 à 5 semaines et c'est le même schéma que pour les premières rotations. Alors, je vais vous parler des banques à rennes. Donc nous, on a commencé à utiliser les banques à rennes en 2020 parce qu'on avait un excédent de production au mois de juin et on n'avait pas le temps de les introduire sur nos ruches parce qu'on était en pleine saison, tournesol aussi, les ruches n'étaient pas là, elles étaient sur le tournesol. Elles étaient sur le châtaignier, elles partaient sur le tournesol. Donc on a commencé à utiliser les banques à rennes. Donc bah là, vous pouvez pas très bien voir parce que bon, c'est caché par la bande, je sais pas comment l'enlever, mais bon. Ah voilà. Donc nous, on est en double divisible pour une banque à rennes. Donc on met une grille à rennes entre les 2 corps, la porte d'entrée, et puis on met la plaque aussi en dessous parce que c'est les planchers Nico, donc pour isoler. On peut commencer aussi le début de la saison avec des partitions sur les côtés. Et on met aussi juste une feuille d'isobule au-dessus du plancher et au-dessus de la tête des cadres. On a les porte-barrettes qu'on a fabriquées nous-mêmes. Enfin, c'est le frère d'Alain qui les a fabriquées. Avec, on peut mettre 24 barrettes, 24 cagettes Nico.
Et aussi, on met un petit bout de scotch sur la glissière pour éviter que les rennes s'attrapent les pattes. Pour le vivant, on commence avec un essaim très populeux. Donc, on prend minimum 8 cadres de couvain plus 3 cadres d'abeilles secouées. Nous, les abeilles, elles sont issues du même rucher. On a des ruches sur le même rucher. Donc, on prend les cadres de couvain et les abeilles juste à côté. Et en fait, les butineuses, elles repartent dans leur ruche d'origine. Et ça permet de garder vraiment que les nourrices. Et pour démarrer, c'est top. Pour commencer en début de saison, quand on lance les bancs à rennes, on met minimum 40 rennes. Comme ça sature bien en phéromones et ça évite qu'elles fassent un élevage naturel. Donc ça, c'était une recommandation de Bertrand Baron. On l'a suivi et c'est vrai que ça marche bien. Alors, pour maintenir la banque à rennes, on rajoute au moins 3 4 de couvain tous les 15 jours. Et on met en moyenne 96 rennes. Ça fait 4 porte-barrettes de 24. Ça nous arrive de mettre jusqu'à 120 rennes. Mais souvent, c'est parce qu'on va les utiliser dans les jours suivants. Mais on préfère 96 rennes. Et toutes nos banques ont un candy pollen fait maison. Donc nous, on produit le pollen de châtaignier euh, qu'on congèle sur l'exploitation et on fait un candy pollen et on en met dans toutes les banques. Comme ça, elles sont bien nourries. Enfin, les abeilles peuvent bien se nourrir de pollen, puis nourrir à la gelée royale. Comme ça évite que les reines, elles réduisent trop en taille. On nourrit régulièrement, 1 litre plus ou moins en fonction des mielés par semaine. Alors, nous, les banques, on les utilise de mai à septembre. Donc, on peut avoir entre 4 et 5 banques. On les garde bien à l'ombre. Et ensuite, une fois que la banque elle est en route, on met un troisième corps vide au-dessus du nourrisseur. Et ça nous permet, quand on enlève un cadre de banque, on veut rajouter un cadre, ça nous permet d'avoir un sas pour la rotation des cadres. Et en plus, ça fait une isolation en plus pour la chaleur. Ensuite, quand il fait très chaud aussi, on met du styrodur, l'isolant là de polystyrène. On en met plusieurs sur le toit pour faire un peu comme de l'ombre en casquette. On les superpose. Donc voilà, 4 à 5 banques par saison. Dès qu'on la banque elle est vide, on essaye de faire un petit traitement flash. Euh, et puis on essaye de laisser une reine, quand on enlève toutes les reines, on essaye de laisser une reine en cagette dans le corps du bas. Comme ça garde la cohésion de la colonie et ça évite qu'elle fasse un élevage naturel. En fin de saison, quand on arrête d'utiliser les banques, ben, on prend toutes les reines et puis on introduit une reine dedans comme si c'était un essaim normal. Donc, ce qui est très important pour nous, c'est de bien garder toute la traçabilité de la génétique. Donc, toutes les cagettes ont la génétique de la reine. Les barrettes ont la date de mise en banque. Et puis, on fait bien la rotation des reines. Donc, les premières entrées sont les premières sorties. Nous, ça nous permet aussi de garder toutes les reines. Donc, on a une petite zone de fécondation à geler. Ça, c'est juste pour nos éleveuses et nos starters. Et on commence à faire ces fécondations-là fin juin, début juillet. Et on n'a pas le temps de les introduire avant septembre. Et on fait 2 rotations sur cette zone-là et sur ces nuques-là. Et donc, ça nous permet de récolter ces rennes-là, de les mettre en banque et de lancer la deuxième rotation. Et puis en septembre, quand on a fini l'élevage, et qu'on éclate nos éleveuses et nos starters, et ben, on peut réintroduire ces rennes-là. Donc, à la base, on a commencé à utiliser les banques pour nous, et en fait, c'était un outil tellement chouette et qui permettait tellement de flexibilité qu'on a continué à l'utiliser. Donc, pourquoi on utilise les banques? Ben, exactement ce que je vous ai dit pour les éleveuses et les starters, et aussi en pleine saison. Des fois, on a des génétiques qu'on veut garder, on veut pas les perdre.
Par exemple, si la souche elle est morte et qu'on veut garder la génétique pour récupérer les mâles potentiellement pour les faire rentrer dans le parcours d'insémination, on va les mettre en banque. Pareil, si on a un excès de cellules, donc nous on greffe le mardi et le vendredi. Si on a des cellules 2 fois par semaine. Si on a un excès de cellules, ça arrive souvent que le vendredi on ne peut pas passer toutes les cellules. Ben, on va récolter 10, 20, 50 reines qu'on va mettre en banque, qui seront utilisées le lundi d'après pour l'expédition pour les clients. Et puis ça nous permet d'introduire les cellules dans les nucléi. Aussi, on insémine à domicile. Donc, on a les nouvelles génétiques à partir du mois de juillet, quoi. Mi-juin, on fait l'insème. Et puis, une fois qu'elle a commencé à pondre et qu'il y a des premières naissances, eh ben, on va greffer dessus directement sur les petits cadrons. Et, euh, et on va essayer d'introduire ces cellules-là dans nos nucléi pour les faire féconder la même année où on a fait l'insémination. Comme ça, on prend une année d'avance et après, on met ces rennes-là dans le testage. Donc, on essaye vraiment d'optimiser avant la fin de la saison, avant qu'il n'y ait plus de mâles. Donc, les banques à rennes, ça a vraiment des avantages. Par exemple, nous, ça nous arrive les lundis, on a une canicule ou on a un orage. Et donc, on peut pas se permettre de récolter les rennes sous la pluie parce que sinon, on peut pas écrire sur les cagettes les génétiques. C'est vraiment embêtant. Donc, en fonction des météos, on peut récolter le vendredi, par exemple, mettre en banque. Et puis, le lundi, on peut travailler à la fraîche dans la cuisine à transvaser les rennes depuis les banques aux cagettes pour les clients. Donc, ça, c'est super. Ça nous permet une flexibilité pour ça. Des fois, si on n'est pas là, si on est en formation le lundi et que nous, on expédie tous les mardis matins, parce que la poste est ouverte dans notre coin que le mardi. Enfin, que le mardi. Elle n'est pas ouverte le lundi. Donc, si on peut pas expédier si on doit expédier le lundi, euh, alors attendez. Si on peut pas travailler le lundi parce qu'on est en formation, ben, on récolte le vendredi et puis le mardi matin, on n'a plus qu'à faire le transvasement, déposer les colis avant le mardi midi à la poste. Si on a des très grosses commandes, ça nous arrive des fois d'avoir 350 rennes le lundi, et ben ça fait une très grosse journée. Ça permet un peu d'être moins stressé, d'en récolter une partie le vendredi et puis une partie le lundi. Et aussi, si on a des jours fériés qui tombent, genre le mercredi par exemple, on essaye d'expédier le lundi, mais notre inconvénient, c'est que la poste, elle est à 30 km de chez nous. La seule poste qui est ouverte le lundi, c'est 30 km. Donc, on ne peut pas récolter 300 rennes le lundi matin et expédier avant midi, c'est impossible. Donc, pareil, on va récolter le jeudi ou le vendredi. Le lundi matin, on commence tôt, on le transvase les rennes et puis on les expédie à midi. Donc, ça nous permet d'être moins stressé. En fait, la banque, ça permet d'être moins stressé pour la gestion du vivant et l'emploi du temps, mais quand même, il y a toujours un petit stress, voilà, pour savoir comment ça se passe dans la banque, quoi. Mais en règle générale, ça nous permet vraiment de soulager les épaules et la charge de travail. Donc, les limites et les contraintes des banques, c'est que ben, quand on récolte les rennes pour les mettre en banque, il faut pas mettre d'accompagnatrice. Donc, c'est la reine toute seule. Donc nous, Bertrand Baran, quand on a commencé à faire les banques, il nous a dit pas besoin de mettre de candy. Comme ça, en plus, la partie où il y a le candy, ça fait un petit endroit où les reines, elles peuvent s'isoler des abeilles si les abeilles elles commencent à tirer les pattes. Donc nous, on a mis un scotch pour pallier à ça. Euh, Mais en fait, nous, on n'a pas osé ne pas mettre de candy. Et donc, on fait un candy très sec pour pas qu'il fonde dans la ruche avec l'humidité et la chaleur. On met quand même un candy très sec. Ça permet qu'elle puisse un peu l'échouiller, voilà, pas mourir de faim pendant qu'on récolte le matin. Donc, nous, si on récolte des rennes pour mettre en banque, on va récolter 3 4 heures et les mettre en banque. Donc, on fait la matinée, on met en banque le midi, puis on récolte l'après-midi et on remet en banque en fin d'après-midi. Donc ça, le petit challenge de temps, c'est ça. Il n'y a pas d'accompagnatrice, donc il faut penser à la nourriture, voilà, pour les rennes, et puis aussi pas qu'elles aient froid, parce il y a pas d'abeilles qui peuvent les réchauffer. Donc on a une glacière, on met une bouteille d'eau tiède, et puis on garde les banques là-dedans.
pour pas qu'elles aient froid pendant la matinée, surtout s'il y a des matinées où il fait un peu frais. Voilà, donc il y a ça. Bien faire la rotation des rennes. Donc, comme je vous ai parlé, les premières entrées sont les premières sorties. Ou si on a des disparités, par exemple, si on veut garder les rennes des éleveuses qu'on récolte au mois de juin ou au mois de juillet et qu'après on a des récoltes plus tardives, ben, on essaye d'utiliser des banques séparées pour pas qu'elles délaissent les rennes plus anciennes au profit des rennes plus récentes. Alors nous, ça nous arrive aussi quand on fait les remérages de garder les vieilles rennes. Donc dans nos ruchers de production de miel, qui sont aussi nos ruchers de testage, on va changer les rennes tous les ans ou tous les 2 ans en fonction de nos besoins. Et ces vieilles rennes-là de l'année précédente ou d'il y a 2 ans, on va quand même les garder, on va les mettre en banque. Ces rennes-là, elles vont nous servir à hiverner les nucléis. Par exemple, si on a récolté toutes les rennes dans les nucléis qu'on expédie aux clients, ben, on peut réintroduire ces vieilles rennes dans les nucléis, ça passe l'hiver et c'est très bien. Euh, Par contre, on a remarqué que sur les rennes plus anciennes, il y avait un peu plus de mortalité et elles les délaissent un peu plus au profit des nouvelles rennes. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération. Mais comme de toute façon, c'était des rennes de réforme qu'on allait se débarrasser, c'est un peu moins grave pour nous. Et celles qui restent, ben, c'est les meilleures, quoi. Qu'est-ce que je voulais rajouter sur ça? Bon, c'est pas mal déjà. Alors, comment on fait pour sortir les rennes de banque? Donc déjà, le matin, on fait les accompagnatrices en premier avant de sortir les rennes de banque. Les accompagnatrices, on va les prendre soit sur les éleveuses, soit sur les souches. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met une grille à rennes et une hausse par-dessus une souche ou une éleveuse, et puis on enfume bien pour que les abeilles montent. Et ça nous permet de prendre vraiment que des abeilles, pas de mâles et surtout pas la reine présente. Donc, on fait les accompagnatrices. Et ensuite, pour transvaser les rennes, on le fait dans une pièce ben, fermée. On essaye de travailler à la fraîche. Très peu de sources de lumière. On a juste un petit fenestrou. Comme ça, s'il y a une reine qui s'envole, on peut éteindre les lumières. Elle est attirée par le fenestrou et on peut l'attraper et la réattraper plus facilement. On reporte bien la génétique. Donc ça, c'est important pour les clients, pour la traçabilité et aussi pour le testage. Et après, si on utilise les rennes sur notre exploitation, donc comme je vous ai dit, il y a un candi qui est un peu plus sec, on peut quand même faire l'intro, on n'a pas besoin de mettre d'accompagnatrice. On met juste, nous on a une technique, c'est qu'on met sur la tête des cadres la cagette, on n'enlève pas la languette et on glisse pas entre deux cadres, mais on glisse la glissière pour libérer un peu de candi pour que les abeilles puissent passer. Et voilà, alors c'est un candi qui est un petit peu plus sec, donc on met un petit coup de lève-cadre, voilà, pour faciliter la libération de la reine. Et puis en fonction de ce qu'on a besoin, on peut plus ou moins aussi ouvrir la glissière si on a besoin que la reine soit libérée plus vite ou moins vite. Alors, qu'est-ce qui nous est arrivé en 2020? Comme vous pouvez voir sur cette photo, ici, il y a des reines en banque. Elles sont toutes vivantes. Mais aussi en haut, on a du couvain. Donc, ben, clairement, c'était assez inattendu. On n'était pas, on a un peu paniqué. Donc, en fait, on a plusieurs théories. Donc, on s'est retrouvé, bon, avec une reine vagabonde, quoi. On savait pas trop d'où elle venait. Donc à cette époque-là, on travaillait sur un seul étage. Donc on avait juste une divisible. On n'avait pas une double divisible avec des provisions et du coup en bas et les rennes en haut. Et donc on avait une pourvoyeuse à côté. Et donc soit j'ai passé la reine depuis la pourvoyeuse, je m'en suis pas rendu compte. Soit il y a une reine vierge qui a été attirée parce que c'est un rucher de fécondation. Soit elles ont fait un élevage naturel que j'ai pas vu. Bon, en tout cas. Les reines n'étaient pas mortes et ça, c'était très chouette. On pense que ça a marché dans ce sens-là parce que c'était déjà sursaturé en phéromones de reines. On ne sait pas si ça aurait marché dans l'autre sens, mais une des pistes qu'on aimerait bien explorer, c'est avoir le double corps divisible, avoir une reine en bas et en haut mettre les reines dans les banques et puis que voilà, en fait, ça s'autogère, quoi. Ça serait l'idéal. Donc là, en 2025, c'est ça qu'on va tester. Et donc, on va tester en saturant en haut de phéromones de reine et ensuite en lâchant la reine en bas. Je pense qu'on va prendre cette méthode. Et puis là, à la NRCA, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'en Argentine, ça se faisait. Donc voilà. Donc on va tester ça.
Et ben voilà, je vous ai tout dit pour notre exploitation, donc merci beaucoup. Merci beaucoup, Agathe, pour ta présentation. Du coup, c'est Colline et Caroline qui vont prendre le relais pour te poser des questions à l'oral et après, il restera peut-être quelques questions écrites. D'accord. Merci. Alors, on avait une première question de contexte, de savoir quelle race d'abeilles vous élevez. Oui, on est en Buckfast. Oui, désolé, c'était pas écrit sur le slide. Et jusqu'à combien de temps peut-on garder une reine en cagette dans la banque avant introduction? Ok, nous en 2020, on a fait des essais, donc on a gardé des rennes jusqu'à 2 mois en banque et on les a introduits dans notre cheptel et ensuite toutes nos ruches sont en testage et donc on en a gardé jusqu'à 2 ans. Donc on n'a pas vu de différence. Déjà, il n'y a pas de différence à l'intro. Quand on introduit des rennes normales ou enfin des rennes normales, des rennes qu'on vient juste de récolter dans les nuques ou des rennes de banque, il n'y a pas de différence sur l'essaimage ou sur le remérage et il n'y a pas de différence de mortalité. Vraiment, on peut pas dire la différence si ça provient d'une banque ou si c'est juste la reine, voilà. Donc nous, 2 mois, c'est le plus qu'on ait fait. Après, j'ai entendu dire qu'il y en a qui les gardaient tout l'hiver, il y en a en Italie qui les gardent jusqu'à 3 ou 4 mois. Oui, là, Laurence, elle me disait qu'elle avait visité une exploitation en Italie, ils les avaient mis en juin et ils les ont introduits en novembre. Ouais. Ok. Et en fait, ce qu'on prend soin, c'est de vraiment mettre du candy pollen maison, donc pollen de châtaignier qui est assez riche, dans les bancs à rennes pour que voilà, les rennes soient bien nourries en gelée royale. Ça nous est déjà arrivé qu'on n'ait plus de candy pollen ou qu'on met quelques jours à en remettre. Potentiellement, les rennes, elles peuvent réduire un petit peu l'abdomen, mais une fois qu'on les introduit en rennes, excusez-moi, qu'on introduit ces rennes en ruche, au bout d'une semaine, on voit plus la différence. Quand elles l'acceptent, elles la renourrissent bien, puis son abdomen regonfle. Ok. Est-ce qu'éventuellement tu partagerais la recette de ton candy pollen? Ah ouais, carrément, je l'ai là. Attendez, je vais la chercher. Attendez, je vais faire partager. Ah, attendez, d'abord, je vais la chercher. Ça, en carré. On dit protéiné. Allez, partager. On dit protéiné. Euh, Voilà, vous le voyez. C'est à l'écran. Donc, on utilise ce bifondant là. C'est une marque de sucre glace sans amidon. Donc, on fait des tournées de 25 kilos avec 6 kilos de pollen frais congelé qu'on attend qu'il décongèle. 2 litres d'eau chaude, en fait, ça permet de le malaxer, pas bouillante, mais bien tiède, quoi. Ça permet de malaxer plus facilement. On a un mélange d'huile essentielle avec, alors là, voilà, je me rappelle plus les huiles essentielles, faudrait que je regarde, mais on a des huiles essentielles. On met un peu d'huile de colza et puis on met des copeaux de bois, voilà, sur la surface pour pas que les abeilles elles s'empêguent. Et puis un candy pollen, on met ça dans les nourrisseurs cadres et ça nous dure un mois. Ça, c'est 1 kilo, quoi. Je vais enlever la recette. Ok. En lien avec ça, il y a une question qui demande ce que tu penses des pâtes protéinées type NutriPro. Alors nous on utilise Happy Pasta, c'est protéiné, ça. Moi j'ai pas vraiment d'avis, voilà, c'est un produit. Voilà, on utilise deux types. Enfin, certains candis on les fait nous-mêmes et d'autres candis on utilise des candis tout faits. Mais en tout cas pour la sortie d'hiver, souvent on utilise cette Happy Pasta. Il y a un peu de pollen dedans. C'est appétant. Les abeilles y vont. Euh, Par contre, on a remarqué que fallait pas cette api pasta là, il faut pas l'utiliser pendant les mielés parce qu'on retrouve le goût hein, dans le miel. Donc, elle stocke pas le candy, mais quand même, on retrouve quand même le goût. Enfin, elle stocke pas le candy comme elle stocke du sirop, mais il y a quand même des traces. Hein.
Très bien. Et toujours en lien avec ce nourrissement, donc il y a une question très simple. Donc les rennes se nourrissent seules de candy? Les reines peuvent se nourrir toutes seules, hein. Ah oui, en fait, elles peuvent pas se nourrir de gelée royale puisque c'est les abeilles qui produisent, mais elles peuvent manger du miel toutes seules. On les voit, hein, des fois qui se nourrissent. On pense toujours qu'il y a que les abeilles qui peuvent s'occuper des reines, mais c'est pas vrai, hein. Pareil pour les mâles, hein. Les mâles, ils se nourrissent tout seuls. Leur limite, c'est qu'ils peuvent pas mettre leur grosse tête dans une alvéole normale. Il faut qu'ils mettent leur tête dans des alvéoles mâles qui sont remplies de miel. Donc ça, quand on fait l'élevage de mâles et les bancs à mâles, on fait vachement attention à ça aussi, qu'ils puissent se nourrir tout seuls. Ils vont se nourrir aussi tout seuls dans le camp pollen. Oui, oui, les reines et les mâles, ils se nourrissent tout seuls. Ok. Est-ce que tu sèches légèrement le pollen avant de le congeler? Oui. En fait, on sèche pas le pollen, mais une fois qu'on fait notre récolte, on a donc nous deux, on était dans la restauration. Donc Alain, il était traiteur. Il a une échelle. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un chariot où on peut mettre plein de plaques. Donc on a des bacs gastro et puis on étale le pollen dans tous ces bacs gastro et puis on met le déshumidificateur dans la miellerie. Et puis on va brasser, voilà, avec la cuillère ou une corne, une spatule, on va brasser ce pollen pendant 24 heures. En fait, ça va permettre de faire une croûte autour du pollen. Et quand on va le congeler, ça va pas faire des amalgames trop humides. En fait, on enlève juste l'excédent d'humidité parce qu'on a deux types de trappes. On a les trappes du dessous et les trappes du dessus. Alors, les trappes du dessus, ce qui est super, c'est que le pollen, il est hyper propre. Il n'y a pas d'ailes, il n'y a pas de pattes, il n'y a pas de d'herbe. Par contre, les trappes du dessous, des fois, il y a même des abeilles mortes dedans. Donc, on utilise le pollen des trappes du dessus pour la consommation personnelle ou à la vente, et les trappes du dessous, on utilise pour les abeilles. Mais quand même, pour éviter d'avoir des gros amalgames de pollen dans le congélateur, voilà, on le sèche 24 heures. Mais il n'est pas déshydraté, hein. Quand on le mange, il fond tout de suite dans la bouche. Ok. Alors, autre grande thématique de questions qui concerne plutôt donc, le stockage des cageettes en banque. Alors, première question, est-ce que ça t'arrive d'avoir de la fausse teigne dans les cageettes qui restent un peu plus longtemps? Oui, des fois il y a de la fausse teigne dans les candies. Voilà, c'est bon parce qu'en fait la rotation des rennes, nous c'est hyper régulier. Donc quand on enlève une cagette et qu'il y a de la fausse teigne, ben on la met à tremper puis on la remplira de candy la prochaine fois qu'on fait des candies cagettes quoi. Donc oui, il y a de la fausse teigne, mais on le gère. Voilà, c'est pas un problème en fait. En fait, les rennes, elles restent pas en cagette sauf celles pour l'élevage, mais du coup, on les regarde toutes les semaines. S'il y avait un problème, bah, on changerait la reine de cagette, ou bah, s'il y a de la teigne, on écrase la teigne, enfin voilà. Mais sinon, on fait la rotation régulièrement et puis on change les cagettes qui sont potentiellement infestées de teigne. D'accord. Et est-ce que les cageettes sont un peu sales? Et du coup, la question, c'est est-ce que tu retransvases dans des cageettes plus propres quand tu as des expéditions aux clients? Oui, exactement. C'est comme je vous l'ai montré sur le slide là, on prépare les cagettes d'accompagnatrices. Et ça, ce sont des cagettes neuves. C'est pas le même candy aussi, puisque c'est un candy qui est pour l'expédition et l'intro des rennes. Nous, le candy qu'on a dans les cagettes des banques, il est beaucoup plus sec, donc on n'enverrait pas ça à un client. En plus, effectivement, elle le propolyse. Donc voilà, le transvasement, c'est toujours dans des cagettes neuves. Mais bon, nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est pouvoir nettoyer des cagettes à la soude et puis les réutiliser pour être un peu plus écolo. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais un jour, ce serait une éventualité, oui. Ok. Bah, tu parlais d'accompagnatrice, combien tu en mets par cagette? Ça dépend. S'il fait très chaud, 5. En temps normal, 7. Et s'il fait froid, plutôt 8, 9. C'est, voilà, entre 5 et 9, ça dépend. Et puis bon, pour la teigne, on peut aussi mettre les cagettes au congélateur, hein. Si on veut réutiliser la cagette avec le candy, voilà, on fait ça, ça nous arrive. C'est Alain qui vient de m'envoyer un texto pour me le dire. Et tu as une technique pour mettre tes accompagnatrices de manière rapide et sans Oui, les blesser? on a plein de techniques. Donc, soit dans un toit en métal, là, on retourne le toit.
On secoue des abeilles et puis on plaque. Ça nous permet de pouvoir bien plaquer la cagette sur le toit. Sinon, on a des bacs en plastique. Sinon, directement sur les cadres. Enfin, mais bon, c'est vrai que quand on a beaucoup d'accompagnatrices à faire, on retourne un toit, on secoue dans le toit et là, et puis souvent, on le fait à la fraîche. Parce qu'on le fait dès le matin à 8 heures ou 7 heures si c'est la canicule. Et en fait, les abeilles, à ce moment-là, elles sont pas hyper, j'allais dire volage, mais c'est pas le bon mot, elles volent pas beaucoup. Ok. Une question d'ordre un peu plus général. Pourquoi utiliser des petits formats, Apidea et Killer, plutôt que des formats un peu plus importants, type Maxi Plus ou format 4 de hausse? Euh, Parce qu'on sous-entend que des petits formats Apidea Killer seraient moins autonomes au niveau alimentaire, un peu moins souples au niveau essaimage. Donc pourquoi ce choix? Alors déjà, ça permet d'avoir des rotations un peu plus courtes dès que la reine elle pond et qu'il y a du couvain operculé. Ça permet de la récolter rapidement, de la trouver rapidement aussi parce que plus on a un essaim populeux ou un maxi plus, un mini plus, ça prend plus de temps à trouver une reine. Donc au niveau rendement de production, parce que nous, si on récolte entre 10 et 20 rennes à l'heure, c'est bien. La moyenne, c'est à peu près 15 pour quelqu'un de qualifié, mais quand on récolte 20 rennes à l'heure, franchement, c'est chouette. Ça, enfin, nous, c'est l'idéal, quoi. Euh, c'est peut-être que c'est pas autonome, mais on leur demande pas ça, en fait, aux nucléi. On leur demande de s'occuper d'une reine, de l'envoyer se faire féconder et ensuite on la récolte. Donc c'est un gain de temps au niveau du temps de recherche de la reine. Et puis nous on met 1 litre par mois de sirop. Donc c'est pas, enfin c'est vraiment gérable. Et après les moments où ça mielote, elles rentrent quand même un peu. Hein, elles sont autonomes en pollen en tout cas. On nourrit pas les nucléi en pollen. Donc c'est pas autonome sur le long terme et surtout en période de disette, mais en réalité, elles s'autogèrent. Les nucléi, les apidéas, c'est vrai que c'est tout petit, on commence à 3 cadrons. Et puis, après, je les passe sur 5. Sur 5, ça commence déjà à être un peu plus autonome. Et puis, un des gros avantages des tout petits formats, c'est qu'il n'y a pas de pillage. Quand on a 800 nucléi sur un même rucher, c'est moins, enfin, il n'y a pas de pillage. Si on renverse du sirop, bien sûr, ça peut devenir compliqué, mais il y a moins de concurrence alimentaire avec des petites unités. Si on a un nucléi, enfin un rucher de fécondation avec 800 maxi plus, ben là, enfin, la concurrence alimentaire et la ressource est diminuée encore plus, quoi. Divisée, pardon. D'accord. Bon, ce sera Et peut-être puis, et gagne. puis, c'est vachement moins cher l'investissement. C'est vrai. En 1 reine, on a rentabilisé le nucléi. Hein. Et ça te mobilise beaucoup moins d'abeilles aussi à la Oui, et fabrication. puis une unité, ce qui est très bien, parce que des fois, les mini plus, on peut faire 2 unités de 3 cadrons, donc c'est très chouette, parce que finalement, le prix, il est divisé en deux, on peut produire 2 rennes en même temps, mais quand il y a un côté qui marche pas et un côté qui marche, ben, il faut gérer différemment. Alors que quand on a un killer ou un apidea, une unité, c'est 1 reine et une rotation, et si ça marche pas, ben, on peut se permettre de recommencer très facilement. On vide, on secoue les abeilles, on reprend les cadres, on remet des cadres pour recommencer une cellule et puis ça repart très très vite. Merci. Alors, il reste encore pas mal de questions à l'écrit. Ce que je te propose, c'est pendant la prochaine présentation, si tu peux essayer d'y Oui. répondre. Comme Là, je ça, réponds c'est dans le chat ou dans le QER? dans le QR, et c'est le bouton bleu, saisir une réponse. Comme ça garde la trace. D'accord, très bien. Et voilà, comme ça, on pourra en Super. faire profiter tout le monde des questions, des réponses surtout. Ok. Et voilà, et donc, merci beaucoup. Ben, Euh, merci de m'avoir invité. J'espère que je me suis rendu compte que je parlais super vite à un moment donné. Bon, j'espère que ça allait. Mais c'était un plaisir ouais, de partager tout ça. De toute façon, il y a quelques petites questions. Effectivement, il y a peut-être des petites choses là où tu es passé un peu vite, où les gens sont pas trop, ont pas tout saisi, mais du coup, ça réapparaît dans les questions. Donc, tu Super. pourras y répondre. Je vais y répondre de Il n'y a suite. pas de problème. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci Agathe. Du coup, on va laisser la parole à Florent, qui va nous présenter aussi sa vision de la gestion des nucléaires et de la banque à Rennes. Florent, est-ce que tu veux partager ton écran? On te laisse la main.
Ok. En bas, tu as la possibilité du coup de mettre en mode diaporama. Voilà, super. C'est bon. Je suis pas très à l'aise en informatique. Je C'est m'excuse. parfait. Bonjour à vous. Merci. Je m'excuse par avance. Je me suis un peu enrhumé. J'ai un peu la voix cassée. Donc, Florent Gatelier. Je suis apiculteur dans le sud de la Vienne, au cœur de l'ex-région Poitou-Charentes. Je sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend très bien. Ok, nickel. Donc j'ai repris une exploitation familiale, je crois que c'est officiellement en 2013, et je suis tout seul à gérer le cheptel. Euh, j'ai 450 ruches en production de miel. Je conçois à peu près 4 à 500 essaims à l'année. Et j'hiverne à peu près 250 à 300 nucléi. Et en saison, je monte à plus de 300, suivant ce que j'ai à faire, les commandes que j'ai à préparer. Mais l'atelier principal de mon exploitation, c'est le miel. Je fais à peu près 15 tonnes à l'année, donc voilà. Donc j'ai commencé à introduire les unités d'élevage quand j'ai repris l'exploitation, parce qu'on avait forte, euh, de forte mortalité. Je suis en plein cœur de la région où on fait du colza et tournesol, et on a été beaucoup impacté par l'arrivée des néoniques. Et c'était plus possible de maintenir vraiment une exploitation sans faire d'élevage. Je me suis tout de suite tourné vers l'élevage de rennes. J'ai testé plusieurs formats en m'installant, et celui qui m'a convenu le plus, c'était type Mini Plus ou Maxi Plus, parce que c'était plus élastique, et ça permettait vraiment de pouvoir les conduire tout en faisant ma saison de miel. J'ai pas le don d'ubiquité. C'est parfois compliqué, les petites unités pour moi. Je suis pas assez carré pour faire le prélèvement de rennes quand il faudrait avant que ça tourne mal. J'ai essayé un peu le bancage de rennes, mais j'ai dû foirer quelque chose, et il y a une série de 90 rennes où elles ont sectionné un peu le bout des pattes des rennes. Et du coup, j'avais un élevage de cellules royales un peu tout le temps. Donc ça m'a bien refroidi. Et surtout, il me faut vraiment un peu de souplesse pour que je puisse faire mes essaims un peu suivant la saison quand j'ai le temps, quoi. Donc en 2014, j'ai pris plus d'une centaine de mini plus, et après j'ai augmenté petit à petit pour venir à ce que je suis aujourd'hui, vers les 300 nuques. Donc la conduite des nuques, je le fais à peu près sur un ou deux éléments pour les mini plus, en superposé. J'ai à peu près deux tiers des nuques en mini, et un quart en maxi plus. Je préfère les mini plus. C'est assez autonome. Ça se conduit un peu comme les ruches. Quand les ruches ont faim, bah, ils ont faim. Mais sinon, je nourris pas systématiquement à chaque rotation. J'ai des rotations un peu plus longues que ce qu'il faudrait. Je fais à peu près une reine fécondée hivernée et deux reines à trois reines à l'année par nuque. Je préfère, je préfère avoir plus de nuques, tirer moins de rennes et qu'ils soient autonomes en fait. Ça me permet de mieux manipuler sur mon cheptel miel et pas être trop embêté. Ma période de fécondation, c'est à peu près de début avril jusqu'à fin septembre, début octobre. J'expédie les dernières reines aux clients vers mi-septembre, et je refais une fécondation sur les nucléi de mi-septembre à début octobre. Ça me permet de tester les nouvelles souches que j'aurai à tester pour l'année d'après et de les hiverner telles quelles, pas avoir à les rempiler. J'aime pas en fait le fait de devoir redécouper les nucléi
à la fin de l'hiver, j'ai pas le temps. Il faut que je gère mon cheptel miel et ça me poserait des problèmes. Donc, je prélève les reines que lorsqu'elles ont fait un cycle complet et que les abeilles sont naissantes, mais je vérifie quand même à J+26 la fécondation pour éventuellement retravailler le nuque si ça a foiré et surtout valider le fait que ce soit une F1. Parce que on peut être un petit peu souple, mais pas être laxiste, quoi. Sinon, ça poserait un peu problème sur le suivi des reines. Le seul problème que j'ai, c'est que du coup, bah, il y a des reines, des fois, elles vont jusqu'à 60 jours dans le nucléi, ça pose pas de problème, il n'y a pas de désertion, pas d'essaimage sur ce format-là. Mais elles font vachement d'abeilles. Donc, à chaque rotation, je suis obligé de faire des paquets d'abeilles. Et j'utilise du coup, là, je sais pas si vous voyez les petites box jaunes, là. Et ça, c'est nickel avec un entonnoir. Ça me permet de piquer des abeilles à chaque fois que je fais mon prélèvement de reine sur les nuques. Je constitue des paquets d'abeilles, puis les abeilles, bah, on a toujours à les utiliser sur une exploitation, faire des essaims, renforcer des ruches, faire un élevage de cellules. Du coup, ça me permet de passer d'unités qui sont autonomes à les rentabiliser plutôt que d'avoir un bancage qui me coûterait de l'abeille. Je rentabilise un peu plus mon nucléi en faisant des paquets d'abeilles dessus. Parce que du coup, vu que mes rotations sont plus longues, mon nucléi, il est un peu moins rentable. Bon, ça équilibre comme ça grâce à ce surplus d'abeilles. C'est facile à découper en plus après. J'ai toujours de la ponte de nucléi sous la main pour les redécouper si j'ai un peu un foirage sur les fécondations. C'est facile de redécouper tout ça. Par contre, il faut être assez carré sur la traçabilité. Je fais ça avec des petites étiquettes collées sur les nucléi parce que du coup, je prélève pas toute la série de nuques à la fois. Je prélève au fur et à mesure de mes besoins, suivant les essaims ou du remérage de ruches dans les ruchers, vu que c'est l'atelier miel qui prédomine. Euh, donc, du coup, il faut être un petit peu plus carré sur le suivi. Là, du coup, bah là, vous avez un nucléi, la photo d'un nucléi je crois que c'était le 31 décembre en hivernage. Donc, ils sont assez populeux quand même. Ils sont un peu populeux comme ça tout au long de la saison. Du coup, la grosse contrainte pour moi, c'est de trouver les rennes là-dedans. Donc, c'est un peu sportif, mais on passe un peu de temps là-dessus. Je suis à peu près à 10 rennes à l'heure sur une unité avec un seul corps. Et tombe vite fait à 4 5 rennes à l'heure quand on les superpose. Donc, bon, bah, c'est intégré dans le schéma de fonctionnement de mon exploitation, mais bon, ça me convient comme ça. Euh, donc, ces unités, avec cette conduite-là, en laissant bien pondre les rennes, et c'est assez facile de les hiverner. Là, vous avez une photo d'un d'un champ où j'ai entreposé le nucléi pour l'hivernage. Enfin, les lieux où je fais féconder, je dépasse jamais 120 nuques par rucher pour éviter le surpâturage. Euh, donc le seul problématique après que je vais avoir, c'est des fois, ces nucléi-là sont assez forts et les reines sont prêtes à sortir avant que je puisse faire mes essaims euh, en début de saison. Donc là, le bancage, c'est parfois une solution. Par contre, pour hiverner ces nucléi, il faut être assez carré. Ça fait une dizaine d'années maintenant que j'hiverne les nucléi. Et je vois que dès que je déroge d'un certain protocole, j'ai un peu de perte. Donc là, je vous ai mis un peu le protocole d'hivernage. Bah, dès que je peux, je traite en fin de saison mes nucléi. Il n'y a pas de traitement varroa tout au long de l'année. Je fais les nucléi en dernier
parce qu'ils sont des fois en fécondation assez tard. Donc, les reines jeunes, pour les traiter, c'est un peu compliqué. Je mets une demi-dose par rapport aux ruches euh, et je complète éventuellement les réserves des nucléis pour l'hivernage le plus tôt possible, du coup, donc fin septembre, début octobre. Et je vais refaire un passage début novembre pour voir si elles ont assez de provisions. Et là, je complète au besoin avec du sirop lourd. Et j'y retouche pas avant à peu près mi-décembre, fin décembre, où je vais aller positionner un candy. Donc, je mets un sac complet ça c'est de la Fonda souvent, sur les Maxi Plus, et un demi candy, donc 1,250 kg à peu près, sur les unités type Mini Plus, un ou deux corps. J'hiverne rarement sur plus de deux corps parce que je trouve que ça hiverne mieux sur un seul corps. Mais après, il va falloir y passer tous les mois. Et là, on ne peut pas déroger parce que sinon, on a un peu de perte par manque de bouffe. L'erreur à pas faire, c'est d'hiverner les nucléides, leur mettre direct début novembre le candy, parce que ça a tendance à les stimuler et ils font trop d'abeilles. Et après, ça bouffe trop, quoi. C'est ingérable en fin d'hivernage, il y a trop d'abeilles et ça a tendance à se barrer. Là, par contre, si on a mis le candy trop tôt, ça a tendance à vouloir essaimer dès fin mars, début avril. Donc, vraiment, essayer de tarder le plus possible sur les nucléides. Et donc, moi, je suis en buck ascendance monticola en ce moment. Au départ, j'étais en caucasite et en noir. Et je fais partie du NAPS, donc j'ai un peu de Carnica, un peu de tout venant. Il n'y a pas de réelle différence de conduite entre toutes ces variétés d'abeilles. Donc, ah oui, j'avais oublié, il y avait une dernière diapo. Bon, voilà pour tout. Comment je fais? J'arrête le partage maintenant. Des fois, ça brèche un peu dans les nourrisseurs. Mais ça, c'est pas très grave. On n'a jamais trop la reine dans ces nourrisseurs. Ils sont autonomes. Je fais du miel des fois avec les nucléis. Super. Voilà. Ben, merci beaucoup, Florent. Merci. Je ne sais pas si on a des questions, Caroline, Colline. Ouais, alors on a plusieurs questions. On va peut-être en avoir d'autres au fur et à mesure. Il y a une première question. À un moment, il y avait une photo avec des caisses oranges pour faire les paquets d'abeilles. Et du coup, la Ouais, question est les comment ça box. s'appelle et où est-ce qu'on trouve ça? Ça, ça vient d'Afrique du Sud. Je ne sais pas du tout comment on appelle ça. C'est des box à paquets d'abeilles. E-Box World, ils l'ont, à ICO, tous les vendeurs apicoles, si vous regardez dans la catégorie élevage pour faire les paquets d'abeilles. Et ça permet de transporter 1,5 kg à 2 kilos d'abeilles et qu'elles ne s'étouffent pas. Et on a un nourrisseur intégré dedans et on peut les garder 3 jours sans problème. Elles sont nickel. Avec le petit entonnoir, ça permet de secouer les cadres ou les cadrons dedans et que les abeilles, elles ressortent pas. Parce qu'avant, je me tapais le collecteur à abeilles avec le gros entonnoir et tout à promener. Ça ressort un peu. Et là, ça, franchement, c'est magique, quoi. On peut le mettre sur une bascule. On sait tout de suite le poids qu'on a dedans. Nickel, quoi. Et C'est peut-être un il y a peu quelqu'un cher. qui a mis le lien dans le chat, si vous voulez Ah, voir. nickel, j'ai vu ça. Merci bien. On va en faire vendre plein. Bon, bah, pas pour faire de la pub, c'est breveté, mais le mec qui a inventé ça, quand même, cool. Avant, j'avais les vieilles boîtes en bois grillagées, là. C'est pas très pratique. Et du coup, une autre question aussi sur ces boîtes à paquets d'abeilles. Est-ce qu'on peut traiter? Est-ce que tu traites les abeilles quand elles sont dedans? Oui, on pourrait les traiter à l'acide oxalique après le prélèvement, là, en les mouillant pour les répartir après. Ce serait une solution pour diminuer la pression varroa. Je suis pas très embêté sur le varroa. Franchement, sur les nuques, là, le seul traitement hivernal suffit généralement au comptage. J'ai pas de mortalité sur le varroa sur ces unités-là. Les rotations sont pourtant longues, mais pas trop emmerdées. Ouais.
Alors, il y a une autre question sur comment limiter ce qu'on peut appeler l'explosion des nuques en population en prélevant juste des abeilles et pas du couvain. Alors, le couvain, en fait, j'en prélève des fois un peu du couvain pour refaire des nucléi, mais à force de diviser, là, là, il faut bien se rendre compte quand même qu'en saison, j'ai mes 450-500 ruches en production, j'ai 400-500 essaims qui sont confectionnés. Après les 300 nucléi, je suis tout seul. Il faut que j'arrête de diviser, hein. Même s'il en part un peu. Donc, le paquet d'abeilles, c'est plus facile. Ça va plus vite, on brasse moins de matériel et ça suffit à les calmer. Mais par contre, il faut vraiment prélever de l'abeille avant de refoutre la cellule, sinon elle se barre. Après, on fait de l'essaimage dirigé. Et moi, mes voisins, hein, le premier rucher d'élevage que j'ai, c'est la gendarmerie nationale et ils sont pas contents. Donc, pour les bonnes relations avec les voisins, plutôt du paquet d'abeilles. Voilà. Le drapeau bleu, blanc, rouge, il est maculé des seins, c'est pas bon. Et après, il y a une question un peu plus large pour quelqu'un qui produit du miel. Quel conseil tu aurais sur les formats utilisés et les formats à ne pas utiliser entre les formats assez petits, type Killer ou Apidea, les Mini Plus, les Maxi Plus? Par exemple, quelqu'un qui voudrait faire juste une centaine de reines pour lui, pour renouveler son cheptel. Ouais, concrètement, si tu veux faire du miel, l'intérêt, là, franchement, le Mini Plus est vachement bien parce que euh, c'est assez autonome et ce qui est cool, c'est que ça peut être hiverné et avoir des reines hivernées là, dès le début de l'année. Pour quelqu'un qui fait du miel, ça t'assure quand même, en cas de perte, bah, le cheptel, tu peux repartir direct avec. Après, moi, je suis l'apidéal qui est l'air pour faire une centaine de rennes à l'année. Tu vois, tu fais du one shot, un qui est l'air, tu fais deux séries, puis tu l'arrêtes. Mais ça m'embête toujours de créer des unités et après de pas les mener jusqu'au bout parce que c'est moins rentable, quoi. Non, mais le mini plus, avoir moins de mini et faire plus souvent des séries, allonger. Mais le mini plus, c'est super bien. Mais pas les mini plus en polystyrène, ceux en bois, là. Ceux qui construisent pas en dessous parce que ça fait plus longtemps. C'est mieux pour la planète. Ils construisent en dessous, si tu veux dire par Ouais, les exemple. mini plus en polystyrène, là, il y a une espèce de. Au départ, c'est le nourrisseur par-dessous. Et ils ont tendance à brécher en dessous. Ok. Et ça, je pouvais pas, quoi. C'est la merde pour chercher les règles. Alors je sais pas. Donc pour le moment, est-ce on n'a pas forcément d'autres questions? Je pense qu'on va en avoir d'autres qui vont arriver au fur et à mesure. Et donc, on pourra, de toute façon, on va regarder une session de questions à la fin qui sera peut-être commune aussi à vous trois, si ça vous va. Oui, ce que je me disais, Colline, c'est que comme il y a pas mal de questions qui avaient été posées tout à l'heure à Agathe, peut-être éventuellement on pourrait les développer aussi un peu davantage avec les trois intervenants à la fin. Oui, ouais, ouais, où vous aurez en plus des points de vue croisés dessus. Super. Du coup, on va passer à la présentation de Simon. Simon, du coup, je te fais le partage d'écran. Dites-moi si vous voyez bien l'écran partagé. Est-ce que c'est bon pour Ouais, toi, c'est bon. Simon? Ah, ouais. Super. Donc, Alors, c'est à toi. bonjour à tous. Donc, je suis Simon Casset, mielerie du Granier en Savoie. J'ai repris l'exploitation de mon père en 2022. Je vais vous présenter ma méthode de stockage de rennes, pardon, en banque l'été. On y va, suivant. Donc voilà, je suis au sud de Chambéry. Ça je l'ai dit. J'ai 2 saisonniers sur 4 mois. Donc, parce que j'ai quand même un atelier gelée royale assez important qui me prend 2 jours par semaine. C'est ce qui me permet aussi de produire, d'avoir facilement des cellules tout au long de la saison que j'élève sur mes ruches à gelée.
Je fais du coup en bio du miel gelée royale, des essaims, j'en vends de moins en moins, mais voilà. Un petit peu de rennes, un petit peu de propolis. Donc les rennes que je vends, c'est des rennes d'un an en fait. C'est des rennes qui ont produit en fait. Moi, je travaille qu'avec des jeunes rennes de moins d'un an. Donc toutes les rennes, enfin les rennes, soit je les vends, les rennes qui ont un, soit je les vends, soit je les banque et pour les réintroduire, c'est ce que je vais vous expliquer par la suite. Donc en miel, j'en ai 370 à peu près, en production moins de 400, voilà. Et en hivernage, j'en ai, ça dépend des années, là je dois en avoir 600 à peu près, parfois un peu plus. Alors c'est ce que j'ai dit, là j'en ai vendu jusqu'à 200 des essaims. Là je réduis parce que déjà pour des problèmes de commercialisation, on a moins de demandes au printemps, en essaim de printemps je veux dire. Et également pour des raisons d'autonomie en cire, parce que ça consomme quand même pas mal de cire, et la cire bio, c'est difficile à trouver. En transhumance, seulement local, je vais pas à la lavande. Donc seulement miel de forêt, miel de montagne, tilleul, châtaignier, mais seulement des miels locaux. Suivant. Voilà. Donc pourquoi stocker des rennes? Donc moi je ne stocke pas des rennes au printemps, je les stocke seulement l'été parce que l'été je remère toutes mes colonies, toutes. Donc je fais du remérage J3 et en général je divise au maximum mes colonies. Je les divise tant que j'ai des caisses, je les divise en deux. Et et donc du coup j'ai des échecs. C'est normal. Moi, je compte toujours environ 20% d'échecs. Enfin, 20%, voilà, fourchette haute, 20%. Et ça me permet de réintroduire une reine en cas d'échec, lorsque je fais un remérage. Le deuxième cas, c'est également pour refaire... parfois, je ne divise pas la colonie, mais une fois que j'ai vu que la nouvelle reine pondait et que je l'ai traitée, eh ben, je refais une division là-dessus. Le couvain est propre, il est traité. Et sur une date d'handicap, voilà, je peux rediviser et remettre une reine, faire une division extrêmement facilement. Ça marche super bien, c'est proche de 100% souvent. Donc, je vais vous expliquer ensuite le calendrier d'élevage. Donc, en général, le lundi, en plus, ça correspond bien avec l'atelier gelé. Donc, on fait le greffage en même temps que la gelée. Le mercredi, on prélève les reines donc, dans les ruches de production de miel. Le jeudi, on a des J3, parce qu'on a greffé lundi, et on introduit les J3 dans dans les colonies de production qui ont été orphelinées la veille, et divisées également la plupart du temps. Euh, Ensuite, on attend 21 jours, premier traitement à l'acide oxalique, 23e jour, deuxième traitement. Alors normalement, c'est 24 dans le protocole, mais bon, comme on ne veut pas travailler le week-end, on avance d'un jour, on fait un traitement le vendredi. Et ensuite, j'attends le 28e jour pour contrôler la ponte. Il y en a qui me diront que c'est un peu beaucoup, mais ça marche quand même bien. Alors, j'ai de la carnica en génétique, voilà, j'ai oublié de préciser. Euh, 28e jour, là, je suis certain que s'il n'y a pas de ponte, elle est orpheline. Avant, c'est pas toujours certain. Donc là, je réintroduis une reine en cas d'échec. Donc, c'est des reines d'un an que je stocke en banque. Et donc, du coup, ces premiers contrôles de ponte, ils vont avoir lieu en général fin juillet, début août. Parce que je commence à remérer début juillet. Donc, ouais, si vous commencez à remérer début juillet, vous faites plus 28 jours. On arrive fin juillet, début août. Euh, Suivant. Donc, je prélève les rennes avec Candy et enfin, en les stockant dans des cages avec Candy et avec accompagnatrice en cage Nico. En banque, elles sont stockées sans accompagnatrice. Donc,
je les transvase. Je, je passe d'une cagette avec Candy, avec accompagnatrice, et je les mets dans des banques sans Candy et sans accompagnatrice. Donc, mes banques à Rennes, c'est des colonies qui sont orphelinées. En fait, c'est des colonies de production que je divise. Je les orpheline la veille. Euh, et en général, je les divise. Voilà. Ce qui est important, c'est avant la constitution de la banque à Rennes, avant d'introduire les rennes, c'est de déplacer la banque pour pouvoir perdre les butineuses. Et les butineuses, c'est les abeilles les plus vieilles, donc c'est potentiellement les plus agressives. Donc ça, j'ai remarqué que depuis que je fais ça, j'ai moins de pertes en banque à Rennes. Et ensuite, tous les 8 jours, je vais faire deux choses avec la banque. C'est que je vais rajouter un à deux cadres de couvain fermés. Et également, je déplace la colonie dans le rucher. Donc ça peut juste être, parfois, vous la déplacez de 10 mètres. Les butineuses, elles vont rentrer dans les ruches d'à côté. Et en fait, ce qui permet d'avoir seulement des jeunes abeilles. Donc voilà, le point fondamental pour moi de la banque carène, c'est d'avoir des jeunes abeilles. C'est vraiment le point. Voilà. En 2023, j'ai eu moins de 5% de pertes. Donc ça, c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé déplacer la banque à Rennes. Mais en fait, c'est au cours de mon voyage en Italie. Eux, ils font beaucoup de banques, les Italiens. Et eux, ils se baladaient tout le temps avec leur banque à Rennes sur leur camion. Et ils me disaient qu'en fait, comme ils se baladaient avec la banque à Rennes sur le camion, bah, ça leur permettait toujours de perdre les butineuses au fur et à mesure. Alors, nous, les banques, c'est des ruches ou ruchettes. On met 40 à 50 banques à Rennes. Et en général, on les stocke jamais plus que voilà 4 semaines maximum. Ouais, 4 semaines environ. J'ai jamais trop essayé au-delà, mais à mon avis, ça passe largement. Et voilà, comme on peut voir sur la photo à droite, on a un petit support. On a fabriqué un petit support pour pouvoir en stocker. Donc là, on peut stocker jusqu'à 40 rennes sur ce support. J'ai également essayé en tête de cadre, donc avec un nourrisseur retourné. J'ai pas vu de différence significative. Donc, je pense pas que la manière dont on dispose les cagettes soit vraiment un élément significatif. Là, ça permet de mettre beaucoup de cages et qu'elles soient bien rangées et que ça prenne pas trop de place, quoi. Et j'en ai même, parfois, je les ai laissées tomber au fond sans faire exprès. Donc, même au fond de la ruche, voilà, elles s'en occupent. Il y a aucun problème. C'est pas trop un souci. Il y a quand même un sujet dont elle parlait, Agathe. C'est vrai que l'été, il faut faire attention. Moi aussi, je mets du styro dur, donc de l'isolant par-dessus le toit pour éviter que ça chauffe trop. Parce que quand on les met sous les têtes de cadre, il peut faire assez chaud et j'essaie de les mettre à l'ombre aussi. Voilà. Suivant. Ouais, alors j'ai dit c'est une opération à risque quand même. Alors nous, on a eu le maximum peut-être 30% de pertes en banque à Rennes. Cette année, j'ai dû avoir depuis que je déplace les banques à Rennes, donc ça fait 2 ans là, j'ai quand même eu moins de pertes. Donc j'ai eu en 2023, je dois en avoir moins de 5%. Là, je dois en avoir 15%, peut-être un peu plus. Mais j'ai des collègues qui ont vraiment perdu beaucoup de rennes. Donc, c'est quand même quelque chose. Euh, faut vraiment faire attention au moment de la constitution de la banque. À l'époque, mon papa avait testé en compartiment orphelin, c'est-à-dire avec une grille verticale. Donc ça a été un échec à la base quand il avait essayé avec une grille verticale, une reine d'un côté et les rennes stockées en cagette de l'autre. Ce que je peux vous dire, ce que je pense qui est important, voilà, ce serait de favoriser des rennes de même âge. Donc, moi, elles ont à peu près tout le même âge, elles ont moins d'un an, même race, à mon avis, hein. Également beaucoup de jeunes abeilles. Moi, ce que je fais, c'est que quand je constitue la banque, je secoue même des abeilles, davantage d'abeilles, parce que je sais que quand je vais déplacer la banque
on va perdre des butineuses, donc c'est important qu'il y ait beaucoup d'abeilles à la constitution. Alors avant, on faisait des grosses colonies, mais là maintenant, je fais des petites colonies, ça marche très bien. Je sais que les Italiens, ils faisaient des petites banques sur 3 cadres. Et le sujet auquel j'ai pas fait attention, je pense, cette année, c'était le varroa, à mon avis. Euh, En fait, le truc, c'est que comme je constitue mes banques fin juillet, début août, sur des colonies de production, elles n'ont pas été traitées. Et d'autant plus que comme il n'y a plus de reine, bah, tout le varroa, il sort. Et en plus, je rajoute du couvain toutes les semaines. Donc, il y a peut-être un sujet là-dessus. J'ai jamais trop fait de comptage varroa ni rien. Mais je pense qu'il y a quand même un sujet là-dessus. Et là, ce que je vais essayer cette année, c'est de faire des banques à rennes sur des essaims de printemps que j'ai traités, donc pour avoir une charge varroa plus faible. Est-ce qu'il y a peut-être un sujet sur le sanitaire, sur la charge virale dans la banque à rennes? Voilà. Parce que cette année-là, l'année dernière, je pensais avoir trouvé la bonne formule, j'avais moins de 5%, mais cette année, j'en ai eu un petit peu plus. Donc il y a peut-être des paramètres. Alors déplacer la colonie, ça c'est super important, ça je l'ai remarqué. Maintenant, il y a peut-être des paramètres que j'ai pas vus et ce serait peut-être le varroa. On a parlé des rennes qui se font tirer les pattes. Ça, c'est un sujet que je vais pas trop fait attention, mais apparemment, il y aurait des rennes qui se feraient tirer les pattes et il y aurait des formats de cages, donc des cagettes californiennes, qui permettraient, avec des trous plus petits et que les rennes ne puissent pas se faire tirer les pattes. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais explorer cette année pour essayer de vraiment encore optimiser cette méthode de stockage de rennes. Ça serait peut-être le format de cage et également le sanitaire, vraiment avoir une colonie qui est propre. Ce à quoi j'avais jamais fait attention jusqu'à maintenant. Voilà. Merci beaucoup, Simon. Du coup, je te laisse le partage d'écran pour répondre aux questions, peut-être, si jamais. Colline, Caroline, si vous voulez prendre la main pour poser deux, trois questions à Simon. Et puis après, on pourra éventuellement, on a un petit peu de temps devant nous, reprendre quelques questions qui ont été posées à l'écrit et approfondir. Oui, alors les questions arrivent au fur et à mesure. Euh, alors, on a une première question qui dit, donc tu introduis les cellules à J3 dans les ruches de prod, les raisons. Tu gagnerais pas à mettre des cellules operculées prêtes à naître. Alors non, surtout pas. Surtout pas, parce que on cherche à avoir une rupture de couvain. Donc, si on met une J10, enfin, la nouvelle reine va commencer à pondre avant que l'ancien couvain ait fini d'éclore. Nous, on veut avoir une colonie sans couvain lorsqu'on fait le traitement. Voilà, donc on travaille que en J3. D'accord, c'est principalement pour une question de traitement, traitement Sanitaire, d'armes. c'est tout. Ok. Euh, Alors, j'ai loupé une partie. Après traitement d'été, tu fais des essaims dans lesquels tu introduis des reines fécondées et tu remères la ruche de prod avec des cellules J3. C'est quelqu'un qui souhaiterait que tu reviennes un tout petit peu sur sur ta Alors, manière de faire. alors, ma ruche de production, le mercredi, en général, c'est toujours, toutes les semaines, c'est pareil, tous les jours. Le mercredi, je vais prendre ma reine, soit je la vends, soit je vais la stocker en banque. OK? Donc la colonie, elle va être orpheline. Et le lendemain, non, pardon. Alors je prends la reine et je stocke la banque, je stocke la reine où je la vends. Et en général, je divise le jour même la colonie. Donc j'ai deux colonies orphelines en fait, deux essaims orphelins. Et le lendemain, je vais introduire une cellule royale dans chaque essaim. Voilà, c'est tout simplement. Hein. Ok. Ouais, c'est clair. Écoute, on verra si, il y a d'autres questions sur sur cette partie-là.
Je ne comprends pas d'où viennent les rennes banquées, donc qui ont 1 an. Bah, Comment ont-elles été hivernées? c'est des rennes, c'est tout simplement mes rennes qui ont été en production. Voilà. C'est mes rennes qui ont produit du miel. Donc, elles datent de l'année précédente. Et en fait, lorsque je les prélève pour orpheliner la colonie, eh ben, je les stocke en banque. C'est pour ça qu'elles ont 1 an. Voilà. Pas des rennes que j'ai fait au printemps. Ok, on a une dernière question. As-tu testé l'élevage en ruchette? Non. En fait, comme j'ai dit, j'élève sur mes colonies productrices de gelée royale. Donc, c'est des ruches 15 cadres. C'est des triples ruchettes. Euh, non, mais je rigole, hein. C'est des ruches 15 cadres avec une grille verticale, c'est tout. Ok, merci. Bah, pour l'instant, a priori, Alors, on a un peu des questions qui sont arrivées dans le chat. ah, Donc, donc, on a eu des questions aussi pour, enfin, peut-être un peu pour tout le monde sur comment prévenir justement ce tirage de pattes des rennes dans les banques à rennes. Notamment, Agathe, est-ce que vous avez ce problème? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? La question des rennes qui se font tirer les pattes par les ouvrières à travers les cagettes dans les banques à rennes. Est-ce que c'est des problèmes que vous avez observés aussi et comment vous évitez ça? Nous, on l'a pas vraiment observé. Je pense que ça doit être dans des cas extrêmes, mais donc on utilise les cagettes Nico jaunes et on met sur la glissière, donc la partie qui peut se glisser comme ça, on met du scotch de peintre. Et quand on colle dans la banque, on en met deux l'une contre l'autre avec, donc chacune a le scotch au milieu. Et là, comme ça lui permet d'avoir un espace où elle peut se protéger de tout le reste de la colonie, de la reine qui est en face aussi, et de pas se faire tirer les banques. Les rennes, pardon, excuse-moi, les pattes. Après, Simon, lui, il a dit qu'il n'utilisait pas de candy, donc elles peuvent aller aussi dans le compartiment à candy pour s'isoler si elles le veulent. Oui, et aussi également, c'est Loïc Laïb qui est dans le chat, j'ai vu, que je salue, qui m'a parlé des cages californiennes, des cagettes californiennes. Donc, c'est des cagettes avec un grillage qui est plus fin. Et c'est ce qu'ils utilisent au Canada pour pas que les rennes tirent les pattes. Moi, j'ai pas testé, voilà, c'est une piste que je vais explorer. Après, est-ce qu'elles meurent à cause de ça ou d'autres choses? On sait jamais trop, hein. On les retrouve mortes, mais voilà, c'est des choses à tester encore. il y avait une question sur la traçabilité du coup. Comment tu assures la traçabilité pour une intro en cellule J+3 et que tu t'assures que ce soit pas une intro en cellule naturelle. Enfin, une Alors, intro, du coup, en cellule euh, naturelle. en général, à J3, j'introduis la cellule. Souvent, je repasse à J10 et à J10, je vérifie que la cellule n'est pas rongée. Parce que parfois, elle est rongée, la cellule. Et en général, donc à J3, normalement, j'ai introduit plus de cellules que nécessaire. Parfois, j'introduis des doubles cellules dans les colonies. Et à J10, parfois, les doubles cellules ont été toutes les deux acceptées. Et parfois il n'y en a plus. Parfois, il y a plus de cellules, elles ont été rongées. Et je rééquilibre comme ça à J10. Enfin, là où elle a été rongée, je rajoute une J10. Et par contre, je peux pas m'assurer qu'à 100% des cas, ce soit. Parfois, c'est du reméage naturel, mais je cherche pas à faire 100%, quoi, hein. Je cherche à ce que ce soit la plupart des cas ma génétique, mais je cherche pas à faire 100%. Voilà, il y a un rééquilibrage à J10. D'accord. Et ce rééquilibrage, tes cellules de rééquilibrage proviennent du coup des autres nuques dans lesquelles deux Alors moi, cellules ont été je vais le acceptées. préciser, je ne travaille, moi j'ai que des ruchettes et des ruches, j'ai pas de nucléi. Ah, des autres, C'est oui. des juste, comme j'ai produit plus de cellules, mettons que je fasse 100 dessins, et ben en fait je vais faire 150 cellules et et quand je vais introduire mes cellules, bah je vais mettre une cellule par essaim
Et parfois, je vais en mettre deux. Je vais doubler. Et parfois, voilà, quand il y a une double cellule qui a marché, bah, je vais la réintroduire là où ça a raté, etc. Je vais rééquilibrer pour que j'ai tout au moins une cellule. Voilà ce que je fais. Ok. Et comment tu gères les fécondations? Est-ce que tu as des bancs à mâles? Est-ce que tu as des aires protégées? Alors, j'ai des banques à mâles sur mon rucher à essaim. Sur les ruchers de production, je remercie sur place. De toute façon, il y a plein de mâles dans les ruches, hein, donc voilà. Il y en a une région où il y a beaucoup de ruches aussi, hein, donc, même mes banques à mâles, je sais même pas si je contrôle vraiment quoi que ce soit parce qu'il y a tellement de ruches. Voilà. D'accord. Euh, Et en termes de timing, de faire des intros à J+3 après traitement d'été, est-ce que ça fait pas un peu tard pour avoir des belles colonies pour passer l'hiver? Alors, elles arrivent bien à remonter hein, quand même, hein. C'est vrai qu'elles fondent en J3 l'été, elles fondent pas mal, mais après elles remontent bien l'hiver. Moi, je les hiverne sur 4 cadres, donc je les sers bien, hein. Ça pose pas de problème. Le seul problème de la J3, ça, je l'ai pas précisé, l'été, enfin, en général, c'est qu'il faut qu'il y ait pas trop de varroa. Et au plus vous attendez pour faire le traitement, plus le taux de réussite il va être bas. Et c'est notamment une année comme celle-là, c'était vraiment significatif. Une première série que j'ai fait, donc ce que j'ai remiré début juillet, j'ai eu des très très hauts taux de réussite. Euh, D'autant plus que voilà, ce qui avait raté, j'avais réintroduit des rennes. Donc, voilà, on est proche des 100%, on va être à plus de 90, je pense, avec la réintroduction de rennes, etc. Maintenant, tout ce que j'ai fait, chaque semaine, le taux de réussite il diminuait parce que le taux de varroa il montait. Et au mois d'août, j'ai eu tout ce que j'ai remiré le mois d'août. Voilà, la charge était trop forte. C'est vrai qu'il y a eu des ruchers où j'ai pu avoir jusqu'à 50% de perte. Après, faut savoir que je les divise en deux toutes. Donc voilà, si je divise 50 colonies, ça fait 100. Et si j'en perds 50 sur les 100, ben, il me reste encore 50. Donc c'est pas non plus dramatique, mais c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte. Plus tôt vous faites, plus ça va marcher, quoi. Et D'ailleurs, puis ça te fait du boulot, du coup. D'avoir 50% de perte, ça te fait beaucoup de travail pour des résultats qui sont pas excellents, quoi. Enfin, non? En charge de travail? alors, non, mais déjà, c'est pas tous les ans. Cette année, la charge était vraiment très forte. Ouais. C'était seulement peut-être la dernière série. Sinon, ce que j'ai fait début juillet, ça a quasiment tout marché. Mais c'est vrai que du coup, il faudrait que réussisse à traiter, euh, à le faire plus rapidement, quoi, en 2 semaines au lieu de le faire en un mois, quoi, histoire d'éviter de faire des remérages début août, quoi. Après, tout dépend de la charge varroa. Là, cette année, elle était vraiment très forte. Euh, et puis, est-ce que c'est beaucoup de boulot? Enfin, juste, je fais une division et je mets une cellule dans chaque, hein. C'est pas enfin, que je le fasse pour une ou deux colonies, c'est pas beaucoup plus de travail. Donc, Ok. en fait, il y a des phénomènes d'effondrement. C'est même pas que la colonie elle est morte, elle est orpheline, elle s'effondre, il n'y a plus d'abeilles. Et ça a été montré par la DORA à partir de 3% de varroa, les remérages, ou alors c'était les encagements, je sais plus avoir avec eux. Maïlis, tu sais, c'est au-delà de 3% de varroa, il y a moins de 50% de réussite. Je crois que c'est les remérages. Bref, il ne faut pas que le varroa se produise. D'accord. Comment tu transportes tes cellules en J3? Moi, j'ai une petite caisse. Je fais pas plus attention que ça. J'ai une petite caisse, je mets un linge humide. Voilà. Ok. De toute façon, elles sont dehors quelques heures, enfin à peine quoi. Enfin, elles sont dehors 1 heure, donc on a un petit linge humide. En général, il fait chaud l'été, donc c'est faut juste faire attention, voilà, à ce que la larve ne se décolle pas. Parce que si on donne un coup, lorsqu'on secoue les abeilles, lorsqu'on prélève
les cellules. La larve peut se décoller et elle peut tomber. Voilà. D'accord. Et question génétique, du coup, comment tu fais pour conserver ta génétique? Tout à l'heure, tu nous disais qu'il y avait beaucoup de ruches dans les environs. Mm. Bah, comme ça, hein, c'est génétique. Je ne maîtrise pas hein, la voie mâle. Hein. Non, non. Mais les abeilles, elles sortent, c'est pas de la carnica, hein, c'est de la carnica croisée d'autres restes, à mon avis. Derrière, dès qu'il y a une F2, elle sort jaune. Hein. D'accord. Non, je contrôle pas. Y a-t-il une incidence, du coup, sur la production de miel de diviser tes ruches en deux? Non. Euh, non, difficile à dire. Si, franchement, si on les partitionne bien au printemps, bah, maintenant je mets deux partitions, un isobule au-dessus. Je pense qu'elles sont capables largement de rattraper. Il fait surtout la dynamique au printemps. En fait, j'ai des rennes d'un an et si je les sers bien, voilà, avec des partitions, elles sont largement capables de rattraper. Enfin, vous vous rendez compte, ça fait plusieurs mois hein, entre le mois d'août et quoi, ça va produire quoi, au mois d'avril-mai, ils ont largement le temps de se refaire. Tu stimules un peu? Non, je ne stimule pas. Non. Et j'ai remarqué que sur les colonies donc, que j'avais coupées, j'ai même j'ai moins de pertes hivernales. Alors, est-ce que c'est parce que du coup, je les ai resserrées déjà depuis le début, comme je les mets sur 4 cadres, par rapport aux autres que je n'ai pas toujours resserrées. Mais ça, j'ai remarqué que j'ai des meilleurs taux de réussite au niveau lorsque j'introduis les cellules, j'ai des meilleurs taux de réussite au niveau fécondation. Ça, je ne l'explique pas, mais ça, j'ai remarqué. Pour moi, plus c'est petit, plus taux de réussite est élevé. Et, également, l'hiver, à condition de bien partitionner, il n'y a pas de souci, ça passe très bien. D'accord. Combien de cadres tu as dans tes ruchettes de fécondation? Dans mes ruchettes de fécondation, c'est-à-dire, euh, Bah là, je l'imagine dans les ruchettes dans lesquelles tu introduis tes cellules, dans tes essaims. peut-être, Je l'entends comme alors ça. moi, quand je le divise en deux, je le divise en ruche ou en ruchette. Donc en dadon 10 cadres ou en ruchette 6 cadres. Enfin, suivant ce que j'ai sous la main, quoi. D'accord. Enfin, du coup, combien de cadres tu laisses dans un Ah, essaim, bah, quoi? du coup, je divise par à peu près, j'ai à peu près entre 3 et 5 cadres quand je fais un essaim, quoi, l'été. Et j'ai pas précisé, en général, lorsqu'on introduit la cellule, c'est bien de nourrir. Il y a des meilleures acceptations. Elle ronge moins les cellules, surtout quand il fait sec. Quand il fait vraiment sec, il y a des disettes, elles ont tendance à ronger les cellules. Et c'est vrai que nourrir, ça favorise l'acceptation. Tu les protèges, tes cellules? Non. Non? Non, non, bah non, parce qu'il faut faut dire quoi, avec des bigoudis? Non, parce qu'il faut qu'elle puisse la refermer. C'est les J3, elles sont ouvertes. Ah oui, oui, c'est vrai que t'es en J3. Mm. Euh, En plus de la rupture de ponte, penses-tu que les cellules J3 ouvertes sont mieux acceptées que les J10 fermées? Euh, ouais, je travaille jamais en J10, donc je peux pas trop comparer. Maintenant, je dirais 20% sont rongés, je pense. Euh, voilà. 20% sont rongés, donc lorsque j'arrive à J10, une ruche sur 5, je suis obligé de rajouter une cellule royale J10. À ce moment-là, moi je ne contrôle pas derrière si c'est la mienne ou pas, mais je ne contrôle pas si elle la ronge ou pas derrière. Hein. Je vous avoue que je fais pas. J'ai quand même, ça me fait quand même à cette période, ça fait 300, plus de 300 colonies à diviser par deux. Je contrôle pas trop. Alors dans le chat, il y a eu des questions peut-être un peu générales aussi, notamment, bon, vous êtes peut-être dans des régions où les étés sont pas si secs que ça. Il y a une question dans des cas d'été très secs, par exemple au sud de la France, où il peut y avoir des diminutions du couvain important. Comment vous verriez la gestion de banc à rennes et le fait de garantir à une population des apports de couvain suffisants? Est-ce que vous pensez que le fait que ce soit très sec aussi, ça changerait
la possibilité d'avoir des banques en été? Euh, Alors moi, je rajoute tout le temps des câbles de couvain. Mais après eux, c'est vrai que s'ils vivent dans le sud, ils ont plus de peut-être des ruptures de ponte Ouais. Mois à d'août, ouais. cause du sec. Franchement, bah peut-être avoir des colonies pourvoyeuses en cas de couvain et les nourrir au pollen. Peut-être que ce serait ça la solution. Je sais pas. Peut-être que les autres intervenants ont un avis sur la question aussi. Moi, j'ai la problématique avec la mielée de tournesol qui est pareil. C'est pour ça que les banques, déjà, j'avais un peu délaissé. Mais sinon, prélever sur les essaims fait au printemps, quoi. Il y a que ça qui va marcher, où ils sont pas dans la même dynamique et ils vont avoir un peu plus longtemps du couvain, mais c'est vrai que c'est problématique. C'est pour ça que les banques ont tendance à pas trop faire. Et est-ce qu'il y en a, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont essayé ou des retours d'expérience sur le bancage de rennes en hiver? Alors moi, je vais essayer de banquer cet hiver. Euh, j'ai pas d'expérience à partager. Voilà. Mais là, cet hiver, je vais banquer. Et, Nous non plus, on n'a pas essayé les banques en hiver, mais par contre, Barbara Lafont, qui est aussi éleveuse, elle me disait que là, la photo où j'avais montré, oups, là où il y avait une reine qui s'était libérée, est-ce que ce serait pas possible d'avoir le même format en hiver? Donc d'avoir une reine qui pourrait pondre partout, avec une saturation en phéromones. Voilà, bon, c'est une question. Et après, sinon, la piste à explorer, ce serait de faire. Donc nous, on est en double corps divisible pour nos éleveuses et nos starters. Et c'est donc d'avoir la reine en bas et des reines en haut. Mais ça, c'est à explorer déjà en été et avoir en hiver, bah, c'est un risque à prendre, voilà. Ok, il y a une dernière question pour Simon. Que fais-tu des rennes non vendues et mises en banque? Non vendu et mise en banque. En fait, il m'en manque tout le temps des rennes. Ça m'est jamais arrivé d'en avoir trop. Euh, Ça m'est jamais arrivé d'en avoir trop. Et qu'est-ce que je ferais si j'en avais trop? Euh, et ben, soit j'essaierais de les banquer l'hiver pour tester, soit honnêtement, j'irais piquer des cadres à droite à gauche et je referais des essaims, quoi. Voilà. Ça, je l'ai déjà fait aussi. Ouais, reconstituer des essaims, voilà, sur du couvain qui est propre et sur du couvain qui a été traité évidemment. Et je referai des essaims comme ça. Ok. alors dans le chat, il y a aussi alors une question pour Agathe sur la fiche de suivi des inséminations. Qu'est-ce que tu mets comme information, à part le numéro de reine, la lignée femelle, lignée mâle? Est-ce que tu rajoutes d'autres observations? Ça, c'est pour les inséminés de l'année. Comment je fais mon choix Je sais, bah, en relisant, c'est pour ta fiche de suivi des inséminations dans le local sur les murs. Qu'est-ce que tu mets? Numéro de reine, lignée femelle, mâle, observation. Est-ce qu'il y a d'autres informations à noter? C'est qui pose cette question? Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux infos dans... Alors je vais remonter pour. Parce qu'en fait, dans le chalet, sur le mur, j'ai tout le greffage que je fais pour chaque semaine, avec les dates, les lignées, les starters et les éleveuses que j'utilise. Et après, pour l'insème, je choisis des génétiques femelles qui sont bien sûr notées sur ce tableau, mais en fonction des génétiques mâles et des croisements que je veux obtenir. Donc, je suis pas tout à fait sûre de comprendre exactement la question. Alors, c'est une question de François Lafont. Donc, François, je ne sais pas si ça a Ok. répondu à la question. Sinon, c'est possible de peut-être de la compléter ou de nous indiquer si ça répond. Euh, alors, est-ce que François est encore là? Alors, il y a une question assez générale une personne qui demande l'impact de la bancarisation sur la durée de vie des rennes. Avez-vous observé quelque chose?
Bon, je sais pas pour toi, Simon, mais nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on en a mis la première année 2 mois en banque, des rennes en banque, et après on les a gardées 2 ans dans le testage. Donc après, j'ai vu quelqu'un dans les commentaires ou dans les questions a dit qu'il y avait un article qui était apparu dans la NRCA sur l'ovariose et l'atrophie peut-être des organes génitaux en passage en banque. Mais moi, j'ai pas de retour scientifique. S'il y a des chercheurs qui veulent faire des analyses sur les rennes banquées, moi je suis preneuse, mais pour l'instant, avec juste mon œil de praticienne de banque, j'ai pas vu de différence. Et toi, Simon? J'ai rien observé, maintenant Mm. je fais pas plus attention que ça, hein, mais j'ai rien remarqué de spécial. Est-ce que vous utilisez, question pour tous les trois, des rennes à geler pour l'élevage? Moi, oui. Alors, il y en a, j'ai déjà entendu que c'était impossible de faire des rennes viables avec des rennes à geler. Alors, moi, je fais sur des F1, par contre. Donc, c'est pas des souches. J'essaie d'éviter de le faire quand même sur les souches. Sur des F1, ça marche très bien. On fait toutes nos rennes comme ça. Voilà. D'accord. Ben, nous aussi, on utilise des rennes à geler pour l'élevage, mais que pour 24 heures. Donc notre parcours, c'est 24 heures après le greffage, on met en starter gelé-gelé. Et ensuite, pour les 6 jours suivants, elle passe en éleveuse qui est bug gelé. Donc il y a de la génétique à geler pour l'élevage, mais c'est pas 100% gelé. Et les starters, en fait, il y a un super taux d'acceptation et elles nourrissent bien en gelée pour le démarrage. Et après, les finisseuses que nous, on appelle éleveuses, qui sont en bug gelé, ça finit très très bien. Moi, c'est du starter finisseur ouvert. Donc, 100% de la gelée, elle est, enfin, je l'ai 100%. Jusqu'à la J3, c'est que de la reine à gelée F1, du coup, qui est croisée avec ce qu'il y a dans l'environnement, quoi. Oui, donc en fait, toi, Simon, c'est pas des gelées qui les terminent, c'est comme nous, en fait. C'est que 3 jours en gelée pour vraiment bien le On démarrage. Et gelée, et ensuite, après, c'est les Ternita qui les et terminent. voilà. Sinon, Donc on c'est les très terme. bien. Mais Ouais. c'est vrai que nous, on a des génétiques gelées ou des fois, c'est des bugs gelés, mais elles sont plus tendance à être en gelée. Enfin, et du coup, ça fait des cellules très très longues. Et bon, ça naît quand même, hein, mais souvent celles-là, on les utilise pas. Si on voit que ça correspond pas trop à nos critères de régularité, on les utilise pas. Moi, Et j'ai pas est-ce d'abeilles à que... geler. Et donc, tu fais de l'élevage avec quoi? Avec la puck normale, ouais. J'avais de l'italienne à paquet d'abeilles, j'ai arrêté de faire les starters avec, parce que ça faisait des monstres et c'est immirable. Et j'avais un peu, euh, un peu de perte sur les rennes. Et euh, je me suis dit que c'était peut-être pas forcément très bon. Alors, il y a aussi une question dans le chat sur la question des formats de nuques et les nuques en biruchettes, là, les ruchettes mexicaines avec 3-4 de chaque côté. Est-ce que c'est quelque chose que les uns et les autres vous avez déjà utilisé? Est-ce que vous avez des retours là-dessus? Moi, j'ai essayé, mais ça utilise trop d'abeilles. Quand ça loupe, bah, ça te fait vite 1 kilo d'abeilles perdues. Un mini plus, c'est 500 grammes. Donc voilà, il n'y a pas photo. Tu diminues le coût par deux, quoi. Et puis tout ce qui est biruche, binuque, à gérer, c'est chiant. Parce que, faut pas ouvrir les deux côtés en même temps. S'il y en a un qui loupe pour les refaire, c'est plus contraignant, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Florent. Une unité, une reine. Enfin, vraiment, c'est au quotidien et dans la quantité de nucléi et de rennes qu'on brasse, c'est beaucoup mieux. Mais pour un éleveur, tout à l'heure, il y avait une question là dans le chat, pour un éleveur qui veut que faire une centaine de rennes dans l'année, ben, c'est à lui de trouver son format. Si ça, c'est le format qui lui va et quand il a récolté sa reine, ben, il secoue les abeilles ou je sais pas, il récupère les cadres, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour nous, c'est une unité de production par reine. Et est-ce que quelqu'un de vous a essayé les nuques 4 C'est quoi ça? Alors moi, je connais pas ce format. Pas non Quattro, je plus. connais que les gâteaux, là, les quattro.
Ouais, moi j'ai essayé, j'ai racheté un lot de nuques d'un collègue qui avait ça là. J'ai été très content de m'en séparer. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer rapidement à quoi ça correspond ce format? Enfin, à quoi Mais ça en ressemble? fait, c'est que par exemple, on a un maxi plus divisé en quatre avec une entrée à chaque point cardinal, peut-être, enfin, à chaque côté. Et t'as un peu de dérive des rennes. Et puis, comme déjà, j'étais pas fan du truc coupé en deux, alors là, coupé en quatre, laisse tomber, quoi. Et puis, on peut pas faire pondre, alors ça me va pas. Et après, il y a alors une remarque d'Alexandra qui souligne qu'au Canada, et oui, et notamment au Québec, ils ont fait pas mal de tests sur le banquage d'hiver des rennes en caveau pour avoir des rennes assez tôt en saison, des rennes hivernées, puisque c'est la problématique d'avoir des rennes tôt. Et du coup, avec la référence qu'on va remettre dans le chat de documents de retour là-dessus. On essaiera d'avoir pour un prochain webinaire, mais peut-être pour l'an prochain, des retours d'expérience des Québécois sur ce... Et elle était venue à la Occitanie l'année dernière, enfin pas l'année dernière, du Ah coup, il y a oui, 2 novembre. Et c'est vrai que c'était très intéressant, mais bon, c'est très, enfin, pas artificiel, mais c'est pas vraiment applicable chez nous parce qu'on déjà, on n'a pas les mêmes hivers rudes et du coup, la demande d'hiverner les ruches en caveau. Et après, bon, je sais pas, je sais pas si c'est applicable en France en tout cas, mais c'est très intéressant et ils y arrivent donc. Mais ils n'ont pas fait des grandes séries, des grands tests. C'était sur, je crois, il y avait une, deux ou trois banques. Mais bon, c'est sûr, c'est une très bonne piste à explorer. Moi, ce qui me posait question, là, ce qu'il faudrait creuser, c'est l'âge de banquage des rennes. Je pense que faut peut-être voir à ce que la reine soit bien mature pour la banquer, pour qu'elle fasse plus longtemps. C'est une reine qui serait pas encore bien mature, les ovaires pas bien encore formés. Il y a peut-être un impact. Après, une fois qu'elle a bien pondu, il y a sûrement moins d'impact. C'est ce que je me disais, c'est pour ça que aussi j'hésite avec le banquage. Quand la reine est trop jeune, je me dis que c'est peut-être pas bien de lui couper sa ponte. Et il faudrait faire des études, ça coûte cher. Peut-être un truc à creuser à l'ITSAP? Oui, nous, on veut bien fournir les rennes pour les études, il n'y a pas de souci. et ben on note, on fera Mm. passer aux collègues de l'ITSAP L'appel est lancé. la proposition. Et alors, on a une remarque de Loïc Laïb qui indique que pour l'insémination, il regarde l'état des pattes des rennes. Ça revient un peu sur la question des rennes qui se font tirer les pattes. Et qu'après, une des conséquences, ça peut être que si les rennes sont abîmées, comme c'est une partie de ce qui transmet les phéromones de la reine, c'est quelque chose qui peut poser problème pour la suite. Oui, c'est vrai, j'avais lu sa question et les rennes, c'est hyper important. Alors bon, pour l'insème, il n'y a pas de souci puisque c'est des vierges dans un nuque, donc elles sont acceptées. Et c'est vrai qu'en sortie des bancs, quand on transvase la reine depuis la cagette banque à la cagette client, on regarde les pattes, hein, c'est important. Les pattes, les ailes, enfin, on la regarde complètement, des fois l'abdomen aussi, c'est très important de tout vérifier. Alors, on n'a pas d'autres. Ah oui, bah donc Loïc complète sur l'étude des Canadiens sur, voilà, donc sur 40 banques hivernées au Canada, ils avaient 25% de pertes sur des bancages de novembre à mai, donc des bancages qui sont quand même assez longs. C'est des bancages qui sont en caveau, enfin qui sont en garage avec une température contrôlée. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on n'a plus d'autres questions qui sont ressorties. Si vous en avez, n'hésitez pas à les faire remonter. Ou après, dans les intervenants, si vous avez des retours à faire ou autre, n'hésitez pas à compléter. Bon, tout a été très clair apparemment. Ouais, on a déjà eu des discussions très riches. Bah oui. Super. Ben, en tout cas, il nous reste à vous dire un grand merci, Agathe, Simon et Florent, pour vos retours d'expérience. C'est toujours précieux d'avoir des moments d'échange comme ça où on peut aussi parler de ces pratiques. Euh,
on va vous faire l'annonce des prochains webinaires puisqu'on va clôturer cette session de 6 webinaires avec une dernière intervention la semaine prochaine. Donc, ça concernera la maîtrise de la voie mâle et également un gros retour d'expérience sur l'insémination et la conservation du sperme. Ce sera un moment vraiment riche puisqu'on va accueillir pas mal d'intervenants. Donc, il y aura notamment Bernard Sauvager, pardon, qui va nous faire une intervention sur l'intérêt et l'organisation de l'insémination artificielle. Ensuite, Marianne Duval nous fera une intervention sur la claustration des mâles pour l'insémination et les quelques retours d'expérimentation qu'ils en ont eu. Et ensuite, on aura de nouveau Jacob Wegner qui viendra nous parler de la conservation du sperme de mâle. Et on finira ces webinaires par une super table ronde avec l'échange des pratiques remarquables entre inséminateurs. Et donc là, il y aura un gros retour d'expérience justement avec Laurent Gauthier, Raoul Guillen, Bernard Sauvager et Jacob Wegner. Donc voilà, ne manquez pas cet événement-là. Les webinaires, sachez qu'ils vont être rediffusés. L'idée, c'est qu'on puisse les valoriser en replay. Donc voilà, si vous en avez loupé un, vous aurez toujours la possibilité de les regarder de nouveau. Et sachez que c'est toujours le même lien pour vous connecter. On